Si c'était vraiment possible de sauver le monde grâce à un simple livre, ça pourrait bien être celui dont je vais te parler aujourd'hui. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue dans la saison 2 de Les Émergents. Allô tout le monde, vraiment excitée à l'idée de vous retrouver dans ce début d'automne coloré suite à cette longue pause estivale qui m'a personnellement fait beaucoup de bien et j'espère que pour vous aussi, ça aura donné un peu de temps pour vous ressourcer en famille ou entre amis et aussi à faire un peu de rattrapage dans vos épisodes manqués parce que faut dire que dans la saison 1, c'était plutôt chargé en termes de contenu et en termes d'émotions. D'ailleurs, l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais débuté la saison 1 en force avec un podcast sur un livre absolument coup de poing. Et je suis heureuse de débuter la saison 2 avec un livre, je dirais, tout aussi percutant aujourd'hui. Fait que si vous vous attendiez à un début de saison un peu plus doux, je pense que vous allez être déçus. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le livre Le concept du continuum à la recherche du bonheur perdu de Jean Lidlove. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive d'être habitée par un profond sentiment de solitude, voire de déconnexion. Puis il y a bien du monde autour de moi qui me parle d'un espèce de sentiment de vide qui est comme irrationnel puis inexplicable. Puis c'est souvent dans un moment où il n'y a pas trop de perturbations autour de nous qu'on peut vraiment être en contact avec notre monde intérieur puis qu'on peut le ressentir. Parfois, ça semble bien aller d'un œil extérieur et pourtant, il y a comme quelque chose qui crie en dedans. Des fois, c'est pas tout à fait un cri, c'est quelque chose de plus doux, de plus latent, mais qui fait aussi mal. Certains d'entre nous, on a comme le réflexe d'aller chercher à la racine de ces mots-là, puis on va naturellement porter toute notre attention sur notre enfance, le grand classique. Il y a bien du monde qui aurait des pages entières de raisons valables de se sentir mal dans la vie en raison d'une enfance perturbée, justement. Mais il y a d'autres mondes qui ont du mal à comprendre ce qui a bien pu se passer. Leurs parents, c'était des bons parents, aimants. Ils ont eu une enfance tout à fait normale. Fait que pourquoi, quand tout se calme autour d'eux, deep down, ils ressentent ce malaise-là? Il y a du monde qui en viennent à penser que ce serait une espèce de mal-être originel qui ferait partie de la nature fondamentalement souffrante de l'expérience humaine. Tu sais, quand je vous disais que j'allais pas commencer ça mollo, là, ben voilà. Moi, personnellement, c'est le genre de questionnement qui peut littéralement m'obséder pendant des jours et des jours. Et en fait, je trouve que c'est une des questions que soulève le livre de Jean Lidlove. Est-ce que ce sentiment de déconnexion-là, il fait réellement partie de l'expérience humaine ou bien il provient simplement d'un dérèglement? Jean Lidlove, elle offre une théorie absolument surprenante, mais vraiment brillante, qui concerne donc ce mal-être fondamental-là, qui est vraiment plus commun qu'on pourrait le penser. J'ai d'abord envie de vous parler un peu de Jean Lidlove. Donc, elle est née le 26 novembre 1926 à New York. Elle a étudié seulement 1 an à l'université. C'est une femme qui se disait pas très éduquée. Elle se considérait elle-même un peu comme analphabète parce qu'elle avait pratiquement jamais lu de livre. Au début des années 50, elle a quitté les États-Unis puis elle est allée travailler comme mannequin
pour Paris Vogue. Hein. C'est une belle femme, Jean Lidlove. Puis, elle va prendre aussi parallèlement à ça quelques contrats de traduction ici et là. Elle raconte dans le livre que quand elle était enfant, elle avait vraiment un intérêt marqué pour la jungle, pour Tarzan, puis pour la nature en général. Elle raconte d'ailleurs un moment de grâce qu'elle a vécu un jour en marchant en forêt alors qu'elle a découvert une clairière. En se couchant au sol puis en tournant son regard vers ce qui l'entourait, il y a un immense sentiment de bien-être qui l'a envahi et qui était associé à une conscience d'être relié avec la nature. Une espèce de sentiment d'unité ultime. Ce moment-là, il est tellement marquant pour elle que ça va lui donner même envie de prendre un petit bout de lichen juste pour s'assurer de ne pas oublier cette expérience fondamentale-là. Finalement, elle décide de ne pas le faire, puis effectivement, elle oublie ce moment-là pendant vraiment plusieurs années. Puis un jour, elle était invitée dans un bal masqué qui est organisé par un millionnaire italien. Puis là-bas, elle va croiser le chemin d'un Italien arrogant, c'est elle qui le dit, hein, qui va l'inviter à la chasse aux diamants dans la jungle vénézuélienne. Il va lui donner 20 minutes top chrono pour qu'elle décide si oui ou non elle entre dans l'aventure. Et ce jour-là, elle a dit oui, et c'est là qu'a débuté son destin d'exploratrice. Fait qu'au cours des années suivantes, Lidlove, elle va effectuer 5 expéditions au Venezuela, puis elle va passer plus de 2 ans et demi avec des tribus de chasseurs-cueilleurs au cœur de la forêt tropicale. Rapidement, alors qu'elle va être plongée dans la jungle, elle va retrouver donc ce sentiment de sérénité-là qu'elle avait rencontré dans la clairière alors qu'elle était enfant. Elle va se rappeler de ce moment-là, puis elle va réaliser en fait à quel point les Yékwanas vivent tous les jours dans cette conscience suprême-là. Après un long moment passé avec eux, elle va réaliser qu'elle les observait d'abord avec un œil d'étranger, presque comme s'ils étaient une autre espèce. Puis en réalité, elle réalise qu'ils sont exactement comme elle. Puis cette réalisation-là va la pousser à entrevoir son voyage d'une manière totalement différente. Certaines choses vont vraiment se mettre à lui sauter aux yeux. Par exemple, elle va réaliser une chose vraiment importante, c'est que les Yékwanas, ils semblent profondément heureux et profondément sereins. Contrairement aux sociétés occidentales, les Yékwanas, ils semblent toujours être de bonne humeur. Même quand ils sont engagés dans des tâches physiques qui sont très, très difficiles, par exemple dans la jungle, ils vont toujours rester joyeux, ils vont rire, puis ils vont souvent se faire des jokes. Elle raconte même que c'est pas rare que la nuit, il y ait quelqu'un de la tribu qui se réveille, qui raconte une joke, que tout le monde se réveille, tout le monde part à rire, puis tout le monde se rendorme. Même au travers les défis, les difficultés rencontrées, ils vont jamais montrer de signes de frustration ni de fatigue excessive. Mais il y a une chose qui la marque particulièrement, puis c'est le fait que les enfants Yékwanas ne se disputent jamais et ne manifestent aucun comportement agressif. Et comme on est donc de la même espèce, ça voulait dire que nous, adultes occidentaux, tout comme nos enfants, on pourrait atteindre ce même degré de sérénité-là. À partir de ce moment-là, elle va chercher à comprendre ce qui a bien pu arriver pour qu'on perde contact avec un tel paradis terrestre. Pour ce faire, elle va s'intéresser particulièrement à la manière dont les Yékwanas vont élever leurs enfants. Puis, de toute façon, s'intéresser aux enfants, c'est s'intéresser à la nature humaine. Et vite, elle va réaliser un élément fondamental de leur parentalité qui va devenir un concept central dans sa théorie. Elle va remarquer que les bébés sont portés par leurs parents puis par leur clan en tout temps jusqu'à ce qu'ils puissent ramper. Elle va décrire la phase dans les bras comme une période
essentielle du développement des nourrissons, durant laquelle ils doivent être continuellement portés par un parent ou un membre du clan afin de répondre à leurs besoins émotionnels et physiologiques innés. Cette période-là va se poursuivre jusqu'à ce que l'enfant soit capable de se développer de façon autonome, fait que généralement lorsqu'il commence à ramper. Fait que ce portage continu-là va permettre de répondre de manière immédiate aux besoins du bébé. C'est pas juste d'apaiser sa faim et ses pleurs, mais c'est aussi une façon de garantir la satisfaction de ses besoins fondamentaux comme la chaleur, le réconfort, la proximité puis la sécurité. Toutes des expériences sensorielles qui vont lui rappeler les 9 mois qu'il a passés dans l'utérus de sa mère. Jean Nedlove, elle va expliquer que cette proximité constante avec le donneur de soins va aider les bébés à développer une confiance profonde en eux-mêmes et en leur environnement. En étant portés, ils peuvent observer le monde tout autour d'eux, tout en restant dans une zone de sécurité. Je veux souligner ici un concept clé dans son livre, c'est que l'enfant peut faire partie du vrai monde tout en étant dans la sécurité des bras de ses parents. Une fois qu'ils atteignent l'étape de ramper, ils deviennent prêts à explorer par eux-mêmes sans être forcés à une indépendance prématurée. Il y a une image qui me parle beaucoup. C'est l'idée que au début de sa vie, le bébé viendrait au monde avec une coupe. Une coupe qui se remplirait au fur et à mesure que l'enfant soit porté. Puis une fois que cette coupe affective-là serait bien remplie, là, il serait vraiment prêt à explorer son monde. Et donc, si cette coupe, au contraire, elle n'est pas remplie, puis que l'enfant est propulsé trop tôt dans le monde sans sa coupe remplie, ça peut engendrer beaucoup de défis, mais des défis qui vont être profondément ancrés puis très difficiles donc à résoudre. Puis justement, selon Nedlove, dans les sociétés modernes, les bébés sont souvent séparés de leurs parents beaucoup trop tôt, ce qui va créer des sentiments de frustration, d'insécurité puis même de détresse. Selon elle, cette phase-là de portage continu va être considérée comme absolument cruciale pour développer un lien d'attachement qui est sécurisant. Mais là, Nedlove, elle ne s'arrête pas là. Elle va vraiment plus loin en développant toute une théorie qui est assez audacieuse, puis dans laquelle elle va expliquer que selon elle, il y a plusieurs comportements compulsifs comme l'usage des drogues, la recherche d'adrénaline dans les manèges, dans les films de peur, qui pourraient provenir justement d'un déséquilibre qui est provoqué par le manque de cette expérience clé là, du développement humain. Si on pouvait résumer cette expérience-là en quelques mots, ce serait quelque chose du genre le fait de se sentir en sécurité dans les bras de ses parents alors qu'on se retrouve dans un contexte risqué, voire dangereux, comme peut l'être la vie dans la jungle, on s'en doute. Et donc, lorsque cette expérience sensorielle originelle-là est manquante, selon elle, ça créerait une espèce de gouffre affectif qui viendrait nous obséder. Et ce serait ça, le fameux vide qu'on ressentirait sans pouvoir l'expliquer de manière rationnelle. Le manque de contact physique avec nos parents durant cette période cruciale. Tu sais, l'idée, c'est surtout pas de sursimplifier différents phénomènes. Donc, faut prendre ça avec un grain de sel. Mais quand j'ai lu ça, j'ai ressenti dans mon corps qu'il y avait quelque chose de right dans ce sens-là. Je le répéterai jamais assez, nos attachements, ce sont nos racines. Souvent, on a tendance à penser que parce que nos mots MAUX nous amènent beaucoup de problématiques dans notre vie, que c'est très complexe, que la cause va nécessairement aussi être complexe ou très intense. Mais l'idée du livre, c'est de dire peut-être que toute cette souffrance vient aussi de simples gestes comme ça. Et je trouve que oui, ça peut être décourageant d'une certaine façon, mais ça nous redonne aussi beaucoup de pouvoir. Bref, Jean Nedlove, elle va avancer tout au long de son livre que si on ne va pas bien aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas traité de manière appropriée étant enfant par rapport aux besoins
de notre espèce. Fait que le continuum, c'est ça. C'est l'idée que les humains ont des attentes biologiques innées qui vont s'enchaîner les unes dans les autres et c'est ça qui va former un cadre idéal pour que les enfants se développent de manière harmonieuse. Petit clin d'œil ici à ma série spéciale Le nid évolué. C'est tout à fait ça. Fait que chaque étape de croissance est ancrée dans celle qui va la précéder. Un bébé, par exemple, attend d'être en contact donc physique constant avec ses parents. Ça va nourrir sa sécurité. Et quand son attente est comblée, il peut passer à l'étape suivante, la phase suivante de développement, comme ramper ou explorer son environnement. Mais là, ce qui se passe dans nos sociétés modernes, c'est que ce continuum naturel-là, il est brisé. Parce que les pratiques de parentalité d'aujourd'hui se sont éloignées de ces attentes biologiques-là de chasseurs-cueilleurs qui sont engrammées dans notre ADN. Hein? Je te l'apprends peut-être, mais c'est le seul mode de vie stable que notre espèce ait jamais connu. Donc, c'est normal que l'évolution nous ait designés pour être bien dans ce style de vie-là. La rupture actuelle avec le continuum naturel de notre espèce va entraîner des conséquences qui sont difficiles à mesurer tellement elles sont énormes. Et donc, dans ce continuum-là, il y a la phase dans les bras. Mais il y a aussi une autre expérience fondamentale qui est de pouvoir jouer librement toute la journée sans grande supervision avec une communauté d'enfants multi-âges. Ce lâcher-prise-là, j'ai envie de dire, il est rendu possible grâce à deux attentes, comme va l'avancer Lidlove, ou comme deux croyances de base là, que vont avoir les parents envers leurs enfants. Fait que la première chose, c'est que les parents Yekwana sont convaincus, puis même constatent là, quotidiennement, que les enfants sont dotés d'un instinct d'autoprotection. Fait que malgré le fait que les enfants soient laissés sans supervision, Jean Lidlove, elle va constater que les accidents et les blessures sont vraiment rares. Selon elle, ça s'expliquerait en grande partie par le fait que les parents ont l'attente que leurs enfants sont en mesure de s'autoprotéger et que les enfants sont programmés pour répondre aux attentes de leur figure d'attachement et donc, ils s'autoprotègent. L'instinct d'autoprotection, ce n'est pas une invention des sociétés chasseurs-cueilleurs. C'est une capacité innée qui va permettre aux enfants de se protéger face aux dangers puis de maintenir leur intégrité physique et émotionnelle. Cet instinct-là va se manifester de manière très subtile dès le plus jeune âge et va jouer un rôle vraiment crucial dans leur capacité à naviguer le monde de manière sécuritaire tout en apprenant à se connaître et à interagir avec leur environnement. C'est un héritage évolutif qui va remonter à nos ancêtres puis qui s'est développé pour garantir la survie des jeunes dans des environnements potentiellement hostiles. Ce mécanisme-là va permettre aux enfants de détecter et de répondre aux menaces potentielles, qu'elles soient physiques, comme un danger imminent, ou émotionnelles, comme des relations stressantes ou insécurisantes. Fait que c'est un peu comme une forme de conscience instinctive qui va pousser les enfants à s'éloigner des situations qui pourraient leur nuire, même sans intervention ou apprentissage direct de la part des adultes. C'est-tu pas beau, ça? Un exemple de ça, c'est un bébé qui va commencer à ramper ou à marcher, par exemple. Il va souvent hésiter face à certains obstacles ou certaines situations incertaines. Ils vont chercher du regard un adulte là, pour valider la sécurité de leur environnement. Avec l'âge, l'enfant va développer une meilleure compréhension des dangers qui sont réels, puis il va affiner ses réflexes de protection grâce à l'expérience, puis surtout grâce à l'observation des comportements des enfants plus âgés que lui, puis aussi des adultes matures. Comme je le disais, l'instinct d'autoprotection, il ne va pas se limiter aux dangers physiques. Les enfants sont également dotés d'un instinct pour protéger leur bien-être émotionnel. Par exemple, un enfant qui se sent mal à l'aise dans une relation avec un adulte ou un autre enfant peut choisir de se distancier pour se protéger de cette situation stressante-là. La timidité, là, c'est un super exemple. C'est un instinct naturel, la timidité, qui va permettre aux enfants d'être méfiants envers ceux qui ne connaissent pas.
Et l'un des comportements clés de l'autoprotection émotionnelle chez l'enfant, c'est la contre-volonté. C'est un phénomène qui a été étudié par Neufeld. Et en fait, la contre-volonté, ça va se manifester lorsqu'un enfant va résister activement aux demandes ou aux attentes des adultes ou des enfants qui souhaitent lui imposer quelque chose. Ce mécanisme-là peut vraiment être mal interprété. Souvent, on va dire que l'enfant est désobéissant, a un trouble oppositionnel, qui est dans la rébellion. Mais en réalité, souvent, c'est une réaction de protection face à une situation où l'enfant va se sentir submergé, contrôlé, menacé dans son autonomie. La contre-volonté, c'est une manière pour l'enfant de se protéger des intrusions qui sont perçues dans son espace à lui, pour maintenir vraiment un sentiment de contrôle sur sa propre vie. Il y a 2 phases d'affirmation plus prononcées dans la vie des jeunes enfants où la contre-volonté, justement, va être davantage stimulée, puis c'est à l'âge de 2 ans, puis à l'adolescence. Fait que la fameuse phase du non et la fameuse crise d'adolescence. Un aspect vraiment essentiel du soutien à l'instinct d'autoprotection de l'enfant, c'est le respect de ses limites. Fait que, par exemple, quand un enfant va refuser d'être pris dans les bras d'un étranger, par exemple, ou qu'il va exprimer un inconfort dans certaines situations, bien, il est important que les adultes respectent ces signaux-là. Ce respect-là va montrer à l'enfant que ses sentiments sont valides et que son instinct d'autoprotection est vraiment digne de confiance. La deuxième attente ou croyance des parents Yekwana envers leur enfant, c'est que les enfants seraient fondamentalement sociaux et bons. Cette vision-là, elle contraste beaucoup avec celle de nombreuses sociétés occidentales où les enfants sont souvent perçus comme des petits êtres qui doivent être disciplinés, corrigés, socialisés pour devenir de bons citoyens ou pour devenir socialement acceptables. Comme je disais juste avant, selon Edlove, ce sont donc les attentes parentales envers l'enfant qui vont dicter leur comportement. Si vous avez l'attente que votre enfant se dispute, il va se disputer pour répondre à vos attentes. Et donc, selon elle, par des croyances erronées sur le fait que l'enfant serait un être antisocial à socialiser, mais aussi face au manque de soins qui répondent aux réels besoins des enfants, comme le besoin d'être porté, on a créé des enfants profondément frustrés et donc antisociaux. Puis là, ensuite, on va crier aux parents qui choisissent de faire l'école maison « Attention, vos enfants ne seront pas socialisés! » C'est twisted. Donc, chez les Yekwana, si un enfant fait quelque chose de socialement inapproprié, comme, mettons, interrompre une tâche importante, bien, les adultes ne réagissent pas avec une punition. Au contraire, ils vont montrer leur agacement, mais ils ne vont pas prendre pour acquis que l'enfant voulait mal faire. L'enfant finit donc par comprendre les limites sociales simplement en observant puis en participant à la vie quotidienne de la communauté. Fait que dans un contexte d'un attachement sécurisant puis de pratiques parentales alignées avec le continuum naturel, bien, les enfants se révèlent être naturellement altruistes sans avoir besoin de coercition ou de punition. Un autre concept fondamental du livre, c'est que chez les Yekwana, l'enfant il est central dans la vie du parent, mais il n'est certainement pas le centre d'attention du parent. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que dans les sociétés traditionnelles, comme celle observée par Jane Edlove, l'enfant va occuper une place importante dans la vie du parent, mais sans monopoliser toute son attention. Ça va impliquer une approche où l'enfant va être inclus donc dans les activités quotidiennes du parent, mais il n'est pas le centre de toutes les préoccupations parentales. Le parent ne va pas renoncer à ses propres besoins, à ses propres passions ou à ses responsabilités pour se dévouer exclusivement à l'enfant. Au lieu de ça, l'enfant va être le bienvenu. Il va être le bienvenu à graviter autour du parent. Et c'est là qu'il va apprendre à observer, à s'intégrer, puis à contribuer en fonction de son âge puis de ses capacités.
Jane Lidlove, elle explique même que le bébé, il peut parfois manifester une forme de frustration s'il sent que la vie de sa mère, elle tourne juste autour de lui. Et fait qu'il veut la voir cuisiner, tricoter, jardiner, name it, faire les activités qui vont la passionner. Les parents, ils ont des responsabilités qui vont au-delà de leur rôle de parent, on le sait. Ils s'occupent de la survie de leur famille, du travail, des tâches ménagères, du maintien de leur propre bien-être aussi, mental, émotionnel, spirituel, physique. Puis cet équilibre-là est juste essentiel pour que le parent reste épanoui puis qu'il soit aussi disponible affectivement. Je tiens à rappeler quand même que ça, c'est dans le contexte où sa coupe affective d'origine là, est pleinement remplie et où il est en présence justement de sa famille et son clan au quotidien. Donc, dans cette dynamique-là, l'enfant va souvent être présent en périphérie comme un espèce de participant, soit passif ou actif, aux activités des adultes. Par exemple, pendant que le parent s'occupe de la cuisine, l'enfant y est présent, il observe ce que son parent fait, il interagit ici et là à son propre rythme. Parfois, il va être invité à couper, mettons, un légume, mais des fois, il va juste jouer à côté. Puis des fois, il va carrément juste observer en absorbant silencieusement toute l'expérience qui se déroule autour de lui. Ça va vraiment favoriser une intégration naturelle des valeurs, des comportements puis des compétences par l'imitation plutôt que par des interventions ou des explications constantes de la part des parents. On a tendance à beaucoup parler. Moi, la première. Une des erreurs modernes, selon Lidlove, c'est de croire que devenir parent, ça signifie de se sacrifier totalement pour l'enfant, d'abandonner ses propres intérêts, ses propres passions. Au contraire, un parent équilibré va continuer à vivre une vie qui est riche, qui est variée, avec ses propres moments de loisirs, d'épanouissement personnel puis de développement. Fait que l'idée, c'est que l'enfant puisse trouver sa place à lui à travers les activités qui stimulent son parent. Ce qui n'est pas une mince affaire dans notre monde actuel où les enfants sont rarement les bienvenus, sauf dans les lieux qui leur sont strictement réservés. Lorsque les parents placent l'enfant au centre de toutes leurs préoccupations et activités, ça peut aussi engendrer des dynamiques de surprotection. En revanche, quand on maintient un équilibre entre la présence affectueuse puis la capacité à se recentrer sur leur propre vie, les parents vont créer un espace de liberté pour l'enfant qui va lui permettre de se développer selon son propre rythme, de découvrir ses propres intérêts à lui, comme on a, nous aussi, nos propres intérêts à nous. Depuis Hold On To Your Kids, c'est certainement le livre qui m'a le plus habité dans les dernières semaines parce que je suis plutôt convaincue que ce que Lidlove avance dans le concept du continuum touche à une vérité profonde. Par contre, je pense qu'il est essentiel de faire preuve de beaucoup de discernement pour l'appliquer à notre époque moderne, ce livre-là. D'abord, il faut comprendre que le mode de parentalité des Yekwana est intrinsèquement lié à leur mode de vie à eux, qui est vraiment loin de notre réalité actuelle à nous. Puis c'est en partie pour ça que certaines des idées que j'ai pu partager dans les épisodes précédents ou celles que je vais aborder dans les prochains épisodes peuvent parfois sembler en contradiction un peu avec cette perspective-là. C'est que nos approches modernes de parentalité, notamment celles basées sur l'attachement, comme celles que j'utilise dans mes accompagnements qui sont inspirées de l'approche développementale de Neufeld, elles se sont développées dans une société qui est culturellement déconnectée de son continuum naturel. Et donc, entre gros guillemets, il est normal que nous ne puissions pas interagir avec nos enfants de la même façon que les Yekwana. Un exemple comme ça, aujourd'hui, il serait pratiquement inconcevable de laisser deux enfants de 3-4 ans jouer ensemble sans surveillance. Et pourtant, c'est parfaitement naturel dans la société des Yekwana. Puis, en fait, c'est qu'il y a différents éléments aujourd'hui qui ne nous permettent pas de le faire. C'est que dans les sociétés modernes,
Bien, les environnements urbains notamment vont présenter des dangers potentiels comme la circulation des voitures, des inconnus, des accès à des espaces vraiment moins sûrs. Puis les Yekwana, en revanche, eux, vont vivre dans des communautés qui sont vraiment soudées, puis qui sont isolées aussi, hein, où tout le monde se connaît, puis où la nature environnante est vraiment familière pour les enfants. Puis c'est vraiment perçu donc comme un espace qui est sûr, qui est sécuritaire pour les jeunes. Chez les Yekwana, les enfants vont grandir au sein aussi d'une communauté qui est multi-âge. Fait que tous les adultes puis les autres enfants vont jouer le rôle de protecteur bienveillant pour ces enfants-là. Il existe une confiance implicite que les membres de la communauté vont veiller sur eux. Dans nos sociétés, cette structure collective-là est souvent absente. Puis la charge de la surveillance va reposer souvent sur les parents ou sur les éducateurs. Faut pas non plus mettre de côté la culture de la vigilance autour de la parentalité. Les parents sont souvent jugés sur leur capacité à surveiller puis à protéger leur enfant. On pourrait vite voir ça comme de la négligence, même si l'environnement, mettons, immédiat serait sécuritaire. Il y a aussi le fait que les Yekwana, ils voient les enfants comme étant fondamentalement sociaux, compétents, dignes de confiance dès leur plus jeune âge. Cette perception-là va vraiment leur permettre de les laisser jouer en toute liberté, alors que dans notre culture, on a vraiment tendance à les considérer comme vulnérables, comme en danger. Et donc, même si nous, en tant que parents, on souhaite cultiver cette confiance-là, il n'est pas gagné d'avance que les adultes à qui on va confier nos enfants vont avoir cette même confiance-là. Une autre réflexion que je me passais, c'est que dans nos réalités modernes, aujourd'hui, on va souvent encourager les parents à jouer activement avec leurs enfants puis à leur offrir des moments d'attention exclusive, où les enfants vont devenir comme justement le centre unique de l'attention. Mais c'est que ces moments-là sont censés compenser un vide affectif que les enfants vont ressentir dans nos sociétés parce qu'ils sont confrontés à beaucoup de moments de séparation. Et donc, moi, ces moments de jeu, de connexion-là, je les recommande personnellement parce que justement, il est rare qu'un enfant dans nos sociétés modernes ait sa coupe originelle remplie parfaitement et ait la chance aussi de passer son quotidien entier avec sa famille, son clan, ses parents. Dans les approches basées sur l'attachement, on va souvent aussi recommander aux parents de donner beaucoup plus à l'enfant que ce qu'il en a besoin, une espèce de buffet à volonté d'affection, surtout pour les enfants qui ont des enjeux d'attachement, mais justement pour s'assurer que leurs réservoirs émotionnels sont vraiment pleins. Mais c'est intéressant de penser qu'en regardant à travers le prisme du continuum de Lead Love, on peut se demander si toutes ces pratiques-là, qui sont aujourd'hui primordiales pour maintenir un lien d'attachement sécurisant dans nos sociétés déconnectées, seraient aussi nécessaires dans un contexte où on vivait encore en harmonie avec notre continuum naturel. Dans une réalité comme ça, le besoin d'intervention intentionnelle pourrait vraiment être moindre parce que l'environnement puis les relations sociales combleraient naturellement les besoins affectifs puis psychologiques de l'enfant. Un dernier point que je voulais absolument aborder, c'est le phénomène d'orientation par les pairs. Vous savez, j'en parle souvent. Aujourd'hui, une des problématiques majeures qui incombe les jeunes d'aujourd'hui, c'est le phénomène d'orientation par les pairs. Donc, le fait que les enfants se tournent vers d'autres enfants pour être éduqués. Pourtant, c'est un élément essentiel du bien-être des tribus de chasseurs-cueilleurs. Donc, pourquoi? Mon hypothèse là-dessus, c'est que d'une part, les enfants dans ces sociétés-là, ils proviennent tous d'abord du même clan.
donc de la même culture, et partagent donc aussi une sécurité affective commune, une espèce de symbiose parfaite avec leur continuum. Fait que dans ce contexte-là, les relations entre les pairs sont très différentes de celles qu'on observe dans nos sociétés modernes. Par exemple, un grand frère ou une cousine dans un cadre multi-âge de chasseurs-cueilleurs est réellement plus mature et capable de guider les plus jeunes vers une plus grande maturité aussi. Alors que dans un contexte plus moderne, il est fort à parier que ces grands-là vont avoir des blocages de maturité, des complexes affectifs qui vont rendre leur tâche d'alpha bienveillant envers les plus jeunes beaucoup plus difficile à maintenir de façon saine. Mais surtout, souvent de nos jours, les enfants sont regroupés par groupe d'âge et donc ils fréquentent jour après jour des enfants du même âge qu'eux. Ils n'ont donc pas cette possibilité-là d'être en contact avec des enfants juste un peu plus matures qu'eux et donc les pousser vers cette évolution-là, vers cette maturité-là. Et dernière chose, je pense que la proximité avec d'autres enfants dans les sociétés chasseurs-cueilleurs, elle ne découle pas d'un manque d'affection ou de sécurité qui va émaner des adultes, comme justement dans nos sociétés. En fait, c'est un manque de figures d'attachement au niveau des ratios, au niveau du temps passé avec nos parents qui vont pousser les enfants à aller vers d'autres enfants. Eux, c'est vraiment plus un prolongement naturel de cette sécurité affective-là qui est déjà solidement ancrée. Fait que ça change vraiment la dynamique. Hein? La relation entre les pairs, elle ne remplace pas le lien avec les adultes, mais elle le complète harmonieusement, j'ai envie de dire, ce qui fait vraiment toute la différence. Bref, le concept du continuum, c'est un livre qui fait vraiment réfléchir puis qui nous apporte différentes clés vraiment précieuses pour réfléchir l'éducation des enfants de demain et d'aujourd'hui. Hein? En réfléchissant à ces concepts-là, c'est vraiment essentiel de reconnaître que nos pratiques parentales modernes devraient pouvoir s'adapter à notre réalité contemporaine, bien entendu, mais devrait aussi réintégrer graduellement des éléments de ce continuum naturel-là. Par contre, je pense que le continuum, c'est vraiment un tout et que sans faire des changements radicaux de style de vie, ça va être vraiment difficile d'y arriver. Les Émergences est votre émission produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Si tu as apprécié, n'hésite pas à montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast ou en me laissant un commentaire sur Spotify ou sur YouTube. De plus, si tu partages cet épisode-là sur tes stories en me taguant elisabeth.dufresne, sache que c'est une merveilleuse manière de me montrer ton support. C'est vraiment toujours super apprécié. Dans 2 semaines, on se retrouve pour un sujet super crunchy. Ben oui, encore. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, plein de câlins et portez vos bébés!